Je m'appelle Hélène Morin, j'ai 55 ans cette année. Je m'appelle Thomas Martens ou Thomas Martens. Je suis d'origine allemande et j'ai immigré au Québec à l'âge de 21 ans. Ça fait 43 ans que j'habite au Québec et ça fait 44 ans que je vis avec mon conjoint. Et longtemps été impliqué dans la lutte contre le sida dans les années 80-90 à Montréal. Lorsque mon conjoint et moi sommes déménagés en Gaspésie, il y a eu un article sur nous, à peu près en 2002 ou en 2003. C'était un peu nouveau, deux hommes qui s'installent ici, qui construisent une maison. Les caissières au supermarché avant l'aventure ont dit à mon conjoint et moi, « Ah, c'est le fun qu'il y ait des gars comme vous. Maintenant, ça fait comme à Montréal. » Je me suis impliquée au tout début de l'association, mais à ce moment-là, je travaillais pour le Centre de femmes en mouvement de la MRC de Bonaventure. Quand je suis arrivée au Centre de femmes, début des années 2000, en fait en novembre 99, déjà on savait que j'étais lesbienne. Mon coming out avait été fait par quelqu'un d'autre qui habitait au village. Au fur et à mesure des années, j'ai vu des femmes défiler dans mon bureau, venir pour avoir des informations. Puis, on voyait la détresse qu'elles avaient. J'ai aussi eu à intervenir auprès de quelques hommes qui savaient que j'intervenais auprès de quelques lesbiennes. Puis, bien, comme ça a commencé tranquillement. Suite à cet article qui est apparu dans un journal régional, j'ai eu plusieurs appels d'hommes qui voulaient me rencontrer ou qui voulaient parler de leur orientation sexuelle, et qui voulaient aussi des rapports sexuels et qui demandaient que je joue à l'entremetteur ou qui voulaient carrément avoir des relations sexuelles avec moi. Je me suis rendu compte que ces hommes-là étaient mariés et vivaient une vie clandestine, une vie gay clandestine, et qui ne se reconnaissaient pas eux-mêmes dans leur orientation sexuelle et qui avaient même peur de vivre leur sexualité. Lorsque la recrudescence du sida au début des années 2000 a fait en sorte que le problème se posait à nouveau, c'est un peu l'élément déclencheur. L'idée de créer l'association est née suite à une rencontre qu'on a eue avec la direction de la santé publique. À cette époque-là, il y avait une employée. Elle souhaitait vraiment entrer en action. Elle avait regardé dans d'autres régions ce qui se faisait, puis il y avait quelque chose qui l'avait interpellée au niveau des services qui pouvaient être donnés par le réseau de la santé. Qui, à l'époque, était chargé de projets pour soutenir ce qu'on appelait les ARSA, des hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, pour ceux qui ne veulent pas utiliser le mot homosexuel. La première démarche a été la première réunion avec Daniel Haché. Daniel qui nous demandait comment rejoindre les membres. Puis moi, ma première réaction, c'était de dire, pour rejoindre des gens, il faut une association, il faut un organisme de base qui va travailler avec les membres des différentes communautés. Notre véritable travail, c'est de nous tailler une place dans la société. Et pour tailler cette place-là, il faut d'abord devenir visible et visible pour nous-mêmes. On a fait 3 5 à 7. Des 5 à 7 chez des membres des communautés. Le premier, c'était chez Thomas Martens, qui a un très gros carnet d'adresses. Il connaissait vraiment beaucoup de monde. Fait qu'on a fait 5 à 7. Puis on devait être 40 ou 50 au moins
donc des membres, des communautés. Et là, au 5 à 7, on leur avait dit qu'on mijotait une idée. Et pendant le 5 à 7, parce que tout le monde était heureux de se rencontrer, c'était comme une première, qu'on se rencontre entre différents membres, puis qu'on soit tous là ensemble. Fait que Thomas et moi, on avait travaillé sur une description des objectifs que pourrait poursuivre un comité de travail pour voir si c'était quelque chose de nécessaire d'avoir un organisme. Parce que la réponse aurait pu être non. Des gens auraient pu nous dire, ben non, on ne voit pas pourquoi on aurait besoin de se rassembler, tout va relativement bien, mais ça n'a pas été ça, évidemment. Il y avait une préoccupation vraiment, vraiment très marquée par rapport aux jeunes. On avait une autre préoccupation qui sortait aussi par rapport aux aînés. On a mis un comité sur place qui a fait quelques réunions, qui a fait d'autres 5 à 7. Et puis finalement, on est arrivé à une assemblée de fondation qui a eu lieu, je pense que c'était la veille de l'Halloween ou la journée de l'Halloween. Donc, on a fait notre AGA de fondation, une soirée à New Richmond. On a eu une trentaine de personnes qui sont venues. Et c'est comme ça qu'est née l'association. Puis là, on dit une trentaine de personnes. On ne sait pas tant, 30 personnes, mais c'est énorme. Il faut se rappeler qu'il y a 10 ans, les communautés LGBT+, en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine, ils n'étaient pas identifiés. Et même que lors du party d'Halloween, on a des gens qui sont venus qui étaient tellement déguisés qu'on ne pouvait pas les reconnaître. Mais c'était correct parce que ça leur assurait une certaine invisibilité. Le lendemain matin, on ne pouvait pas les cibler. C'était correct comme première approche des communautés. Ça a été vraiment incroyable de sentir qu'il y avait un appui, qu'il y avait un besoin, que ce n'était pas une idée farfelue qu'on portait parce qu'il y a une centaine de personnes, je dirais même pas loin de 120 personnes qui ont participé à nos 5 à 7 pour prendre position, pour discuter des enjeux. Donc, ça a été vraiment génial. Vraiment, 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 là, c'était incroyable. Après l'assemblée de fondation, on a eu un conseil d'administration nommé, donc qui avait une mission qui était d'offrir des rencontres aussi, parce que tout à l'heure, je parlais que les préoccupations, c'était les jeunes, les aînés, mais on avait aussi une préoccupation importante de briser l'isolement. Présentement, on est en temps de COVID, donc c'est quelque chose qui nous demande encore plus. L'objectif, c'est de faire prendre conscience aux membres, aux personnes LGBT+, en tout cas à toutes les personnes qui vivent une condition ou une situation d'orientation sexuelle ou d'orientation de genre ou d'identité de genre, qu'ils prennent conscience de leur situation et qu'ils l'acceptent et qu'ils voient qu'il y a un groupe autour d'eux qui peut les soutenir et qui peut les aider. Et juste trouver les mots, des fois, est déjà beaucoup. Donc, on a encore des choses à guérir. C'est pas parce qu'on a fait des 5 à 7 pendant quelques années que ce besoin-là de briser son isolement, de trouver une stabilité, de trouver des gens qui nous permettent de nous rassurer, c'est pas fini. Les changements qu'amène l'organisme ont des répercussions beaucoup plus larges que juste sur ses membres. On amène une transformation sociale, le fait qu'on soit visible dans la région, qu'on dise, ben oui, ça existe des gays, des lesbiennes, des personnes trans. On voit qu'il y a un réveil, puis que là, on ne se dit plus juste qu'ils sont en ville, mais qu'on est aussi en Gaspésie ou en région, en tout cas. Fait qu'on voit que ça a un impact plus large que juste l'association. De l'homophobie et de la transphobie, malheureusement, il y en a partout. Il y en a encore ici beaucoup. On vit dans des villages, donc c'est pas simple non plus. Tout le monde connaît tout le monde. Fait que c'est vrai que ça peut être difficile. Il y a le milieu de l'éducation où il faut continuer à faire de la sensibilisation. Malheureusement, c'est pas gagné. Il y a dans le réseau de la santé. Dans le milieu communautaire non plus, c'est pas réglé.
il nous reste encore beaucoup de travail à faire. Puis là, on pense qu'on fait peut-être juste référence aux communautés francophones, mais il faut savoir que dans la baie des Chaleurs, on a aussi une communauté anglophone importante et puis on a aussi une communauté des Premières Nations, les Mi'kmaq, qui sont là. Donc, cette diversité culturelle-là, elle nous oblige aussi à faire des démarches parfois différentes, parce que nos trois cultures qui vivent malheureusement en parallèle, qui ne se parlent pas tellement souvent, sont très différentes par rapport à la place qu'ils font aux différentes communautés LGBT+. Mais ce qui est rassurant, c'est que l'association existe, qu'au niveau provincial aussi, on a un regroupement qui peut nous appuyer. On a aussi une recherche incroyable avec l'Université de Montréal, puis le projet SAVI, qui va nous donner plein d'informations. Fait qu'il y a plein de choses qui se passent en ce moment, qui sont positives. Donc, on peut avoir espoir que les choses vont continuer à changer.